Je peux pas. J'ai opéra. Hey Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Bonsoir les loulous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le 4e épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Ce soir dans les studios, l'équipe est comme d'habitude prête à vous surprendre. N'est-ce pas Eva et Pauline ? Oui, tout à fait. Bonsoir à vous, ça fait plaisir de vous retrouver. Bisous à Sarah, Julie et Jade qui ne sont pas très loin non plus. Et enfin, standing ovation à Justine, notre nouvelle technicienne pour notre plus grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce 4e épisode de Je peux pas, j'ai opéra, l'équipe a décidé de vous livrer tous les secrets de la voix. Et oui, la voix, un outil que vous utilisez tous les jours, mais qui est aussi l'instrument de travail principal des chanteurs et chanteuses lyriques. N'oubliez pas de réagir à tout moment sur notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra. Dans la première partie d'émission, on retrouve Pauline pour la chronique Les Dessous de l'opéra, suivie de Eva pour la chronique Me raconte pas d'histoire. Ensuite, comme à son habitude, l'équipe vous a préparé un blind test durant lequel, chers auditeurs, vous pourrez gagner des places justement pour aller à l'opéra. En deuxième partie d'émission, Pauline reviendra pour la chronique À vous de voir. Puis ce sera l'heure d'écouter le reportage de Julie, Jade et Sarah, nos exploratrices qui sont allées à la rencontre d'un ORL. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Sharon, étudiante en master, mais surtout passionnée de chant lyrique. Mais pour commencer cette émission spéciale voix en musique, je vous propose d'écouter le groupe Swingle Singers qui interprète le premier mouvement du concerto Brandenburg numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le 4e épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Vous venez d'écouter The Swingle Singers, un groupe formé à Paris. Le concept initial est d'interpréter des airs instrumentaux classiques réarrangés. Et c'est ce qu'ils font justement ici sur du Bach. Approche.
Viens regarder les dessous de l'opéra. Baryton, ténor, soprano et j'en passe, à l'opéra, le rôle des femmes et des hommes est déterminé par leur registre de voix. Et ce soir, c'est Pauline qui s'intéresse à ce sujet. Alors ma belle, dis-nous tous les secrets de la voix des chanteurs et chanteuses lyriques. Alors effectivement, il existe en chant lyrique et en chant tout court d'ailleurs plusieurs types de voix bien définis, des plus graves aux plus aigus. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ces voix en commençant par celle des femmes. Alors, les sopranos, c'est la voix de femme la plus aiguë. Mais s'il n'y avait que ça à retenir, ce serait trop facile. En effet, on distingue beaucoup de sopranos différents. Je vous en donne quelques exemples. Il y a par exemple le soprano léger, qui est une voix claire, aérienne et juvénile. Ce sont souvent des rôles de jeunes femmes ou encore de servantes. Quand une chanteuse, cependant, est capable d'une grande virtuosité et d'atteindre facilement les aigus et les suraigus, on dit qu'elle est soprano coloratour. Et ce sont très souvent les sopranos coloratours qui ont le privilège d'obtenir le premier rôle, celui de la douce et belle héroïne. On peut par exemple penser à Lucia dans l'opéra Lucia di Lammermoor de Donizetti. Ensuite, il y a les mezzo-sopranos, qui désignent les voix de femmes les plus graves, capables de moins de virtuosité dans les aigus, mais de plus de puissance dans les graves. Comme pour les sopranos, il en existe de différents types. Souvent, on confie à la femme mezzo-soprano le second rôle féminin. Cependant, attention aux mezzo-sopranos dramatiques qui possèdent une voix éclatante, puissante et qui pourraient facilement voler la vedette au premier rôle. En effet, les mezzo-sopranos dramatiques jouent des personnages sombres, puissants et très charismatiques. Des femmes fortes comme la très célèbre Carmen de Bizet, par exemple. Donc en fait, si j'avais été chanteuse lyrique, j'aurais sans doute pu être Carmen. Hein. Sans doute. Pour le charisme, bien sûr. Non. Pour la voix. Pour les deux. Et toi aussi, Pauline, du coup, pour la voix grave. C'est gentil. Et pour le charisme aussi, d'ailleurs. Et chez les hommes, comment ça se passe, du coup ? Eh bien, c'est pareil que pour les femmes. Il y a plusieurs registres de voix, des plus aigus aux plus graves, chacune avec leur spécificité propre. Commençons par le ténor. C'est le beau héros, intrépide, courageux et souvent amoureux de la belle soprano dont nous parlions tout à l'heure. Parmi les différents types de ténors, on trouve le ténor lyrique, star du 19e siècle, le héros et l'amant par excellence. C'est par exemple Alfredo dans la Traviata. Mais la voix la plus courante chez les hommes, c'est la voix de baryton. Il a une voix moins aiguë qu'un ténor et tient souvent le rôle de l'ami du héros, du père ou, un peu moins drôle, du mari trompé ou de l'amant malheureux. C'est le compositeur Verdi qui a donné leur lettre de noblesse aux ténors en leur écrivant de très beaux rôles, comme celui de Figaro dans Les Noces de Figaro par exemple. Et maintenant, concernant les basses. Eh bien, les basses, c'est la voix la plus grave, attribuée aux personnages âgés, au père ou au roi. Les véritables basses profondes sont rares et recherchées. Il y a aussi certains compositeurs qui utilisent des voix de basse pour des rôles plus comiques. On appelle ces voix les basses bouffes. Eh bien, merci Pauline, nous savons désormais tous les secrets de la voix des chanteurs lyriques. Et maintenant, chers auditeurs, je vous laisse avec Alto Giove de Farinelli. Vous allez maintenant pouvoir deviner si ce chanteur est un baryton, un ténor ou encore un soprano. Bonne écoute!
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le 4e épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Et nous venons d'écouter Alto Giove de Farinelli, qui est donc un castrat. Et oui, j'ai essayé un petit peu de vous piéger. C'est un soprano, mais il était aussi très adroit pour chanter en détonnant tessiture de contralto extrême. Et toi, me raconte pas d'histoire. La voix est donc un outil de travail essentiel pour les chanteurs d'opéra. Elle nécessite qu'on la travaille constamment. Mais le travail ne fait pas tout en musique. Il faut aussi une bonne dose de talent, surtout à l'opéra. Eva, tu as justement choisi de nous parler d'une dame bien connue pour sa voix. Dis-nous tout, on t'écoute. Oui, qui dit opéra dit chanteuse à la voix exceptionnelle. On pense bien sûr à La Calas, à Nathalie Dessay et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt choisi de vous parler non pas d'une belle cantatrice, mais au contraire d'une horrible Castafiore. Oula. Il s'agit de Florence Foster Jenkins, un véritable ovni dans l'histoire de l'opéra qui ne tient pas les notes, chante faux et encore moins en rythme. Un ovni, tu n'es vraiment pas tendre, hein. C'est si grave que ça, si pire que ça. Et oui, malheureusement, c'est le moins qu'on puisse dire, Chloé. Cette dame, c'est une soprano américaine née de très riches parents en 1868. Très tôt, elle va suivre des cours de piano et adolescente, elle veut partir étudier la musique à l'étranger. Ses parents, évidemment, refusent et la chanteuse décide de fuguer avec son mari de l'époque. Une vraie rebelle, elle fugue Ouais, pour c'est ça. chanter. Ça commence bien, en tout cas, cette histoire. Oui, mais au début, les choses ne vont vraiment pas se passer comme prévu. Avec son mari, elle est frustrée. D'abord, il l'empêche de chanter pour la protéger et en plus, il lui refile la syphilis qu'elle devra soigner avec du mercure. Et les rumeurs racontent que le mercure avait atteint son nerf auditif et c'est pour cela qu'elle chantait aussi faux. Bref, en 1902, elle divorce. Tu m'étonnes, pauvre femme, en plus de chanter faux, elle chope la syphilis. Oui, mais rassure-toi, Chloé. Peu de temps après son divorce, son père décède et là, c'est l'aubaine pour Florence parce qu'elle hérite et devient richissime. Elle peut enfin se consacrer à sa passion et devenir cantatrice. Donc elle part vivre à New York, prend des cours de chant et commence à donner des récitals dès 1912. Évidemment, personne ne va lui dire qu'elle chante atrocement mal. C'est sûr, si elle a les moyens de bien payer, quand on c'est a de l'argent, Et voilà, on c'est peut chanter. Enfin bref, plusieurs enregistrements sont disponibles sur la toile. J'en ai écouté quelques-uns et je peux vous dire que c'est vraiment une catastrophe. D'autant plus qu'elle s'attaque à des chefs-d'œuvre, je vous laisse imaginer. Et je vous propose d'écouter, vous reconnaîtrez sûrement un de nos jingles. Alors oui, tu as raison, Eva, c'est un vrai carnage dans les studios, ça ne va plus. Bon, son pianiste, en revanche, est plutôt doué, il l'accompagne plutôt bien. Il compense ses variations de tempo et ses grosses erreurs. Et oui, bien chanter, c'est quand même tout un art. Exactement. Mais malgré tout, les critiques raffolent d'elle et ça devient à la mode d'aller écouter la soprano et bien sûr de se moquer d'elle. Ah mais c'est trop triste, c'est devenu une bête de foire en fait, de foire. Deux fois, un peu oui. Mais Florence, elle nage dans le bonheur. Elle est saluée par tous et vit son rêve. Et elle est tellement populaire qu'elle considère que les éclats de rire proviendraient de jaloux qui envieraient sa réussite artistique. Comme elle est drôle, rien ne l'arrête. Non, rien ne l'arrête. Au contraire, à 60 ans, sa mère décède. C'est le jackpot pour Florence. Son héritage va lui permettre d'enregistrer son premier disque. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a besoin que d'une seule prise pour s'estimer super satisfaite. À côté de ça, rapide au moins. Ouais, c'est ça. À côté de ça, ses récitals restent l'événement mondain à ne pas manquer. Jusque-là, Florence a toujours chanté devant un petit public de privilégiés, mais sous les demandes croissantes, elle décide de chanter devant le grand public dans un bel hôtel en octobre 1944. Elle chante devant une salle comble, mais les critiques vont tellement être sévères avec elle que elle va très mal le vivre. Normal. Par exemple, le New York Post va publier « Elle peut tout chanter sauf les notes ». Ça, c'est terrible pour elle. C'est horrible. Et 2 jours après le concert, alors qu'elle achetait des partitions, eh bien, elle fait une crise cardiaque. Mais c'est complètement tragique ton histoire. C'est à la fois triste et tragique. Drôle et tragique, pardon. Oui, c'est Et triste.
Si je ne me trompe pas, c'est bien Florence Foster Jenkins qui a inspiré le film Marguerite, sorti en salle récemment et qui a été récompensé au César. C'est exactement Quelle ça. culture, Pauline. vous avez Tu vu es ça. impressionnante. Je vous conseille le film, il est très bien. Oui, c'est vrai. D'autres artistes aussi s'en sont beaucoup inspirés. On pense par exemple à Hergé qui reprend dans Tintin le profil de Marguerite ou de Florence Foster Jenkins pour en faire la fameuse Castafiore. Eh ben merci Eva, voilà avec cette histoire l'exemple même que chanter de l'opéra n'est pas chose facile. Tu veux gagner des places pour l'opéra? C'est l'heure du blind test. Comme dans chaque épisode de Je peux pas, j'ai opéra, l'équipe vous propose de gagner des places justement pour aller à l'opéra. Au moins, vous aurez l'excuse. Et ce soir, ce sont 2 places qui sont en jeu. J'ai bien dit 2. Les places se gagnent par paire pour que vous puissiez en profiter avec un proche. Il y aura donc un seul grand gagnant ce soir, mais ce sera un chanceux. Les places sont pour assister à un concert avec Harry Van Beck et Richard Galliano, programmé le jeudi 14 avril à 20h30 par l'Orchestre d'Auvergne à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand. Harry Van Beck a été pendant 16 ans le directeur musical de l'Orchestre d'Auvergne. Il revient cette année pour le plus grand plaisir des Auvergnats, accompagné de Richard Galliano, grand accordéoniste et compositeur franco-italien. Ils interpréteront entre autres du Handel et du Bach. Je vais désormais vous faire écouter un extrait de My Father is an Apple Seller de Franz Lang. Alors, vous allez me dire que je vous ai déjà donné le titre et le nom de l'interprète. Mais ma question concerne ce soir la voix, étant donné que c'est le thème de l'émission. Dans ce morceau, l'interprète utilise une technique de voix bien particulière. C'est un chant qui est souvent associé à l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Alors, chers auditeurs, quelle est la technique de voix utilisée par le chanteur dans cet extrait ? Si vous avez la réponse, appelez-nous au 04 73 90 52 61. Vous aurez la chance de tomber sur Julie d'ailleurs. Je répète, 04 73 90 52 61. My Vater is Appenzeller, frisch den Käse mit Alors, chers auditeurs, vous avez la réponse. Quelle est la technique de voix utilisée par l'interprète dans cet extrait ? N'hésitez plus à nous appeler au 04 73 90 52 61. Je répète, 04 73 90 52 61. Et vous pourrez gagner 2 places pour le concert avec Harry Van Beck et Richard Galliano, programmé le jeudi 14 avril à 20h30 par l'Orchestre d'Auvergne à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand. T'as vu? T'as pas vu? À toi de voir. Nous allons désormais nous intéresser à l'utilisation de la voix dans la musique contemporaine, puisque c'est apparemment avec ce courant musical que la voix a été traitée de manière nouvelle. Pauline, tu as mené tes petites recherches à ce sujet. Explique-nous tout. Oui, alors avant toute chose, il ne faut jamais oublier que la voix est un instrument de musique à part entière et qu'elle constitue à elle seule la première source de musique. D'ailleurs, on parle bien de musique vocale pour désigner toute musique destinée à la voix, en opposition à la musique instrumentale. Pour ma part, j'ai choisi de m'intéresser à l'utilisation de la voix dans la musique contemporaine puisque, comme tu viens de le dire Chloé, c'est à ce moment-là que son usage s'est transformé radicalement, que ce soit dans sa technique, dans son rapport au texte ou encore dans son expressivité. On a hâte d'entendre tout ça alors. Eh bien c'est parti, on commence avec une technique vocale assez particulière élaborée par le compositeur allemand Engelbert Humperdinck au XXe siècle. Cette technique s'appelle le Sprechgesang, je vous fais la traduction française, ne vous inquiétez pas. Le Sprechgesang, donc qui signifie le chant parlé. Alors merci pour la traduction, je m'amuserai pas à le prononcer, mais du coup c'est quoi exactement cette chose ? Alors cette chose, comme tu dis, c'est un style de déclamation qui se situe entre le parler et le chanter. Et pour que ce soit justement plus parlant, je vous propose que l'on écoute un petit extrait musical. Il s'agit du Pierrot lunaire de Schoenberg, composé en 1912, où la partie vocale est entièrement du Sprechgesang. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschlägt
Voilà, donc j'espère que cet exemple ne vous aura déjà pas fait trop peur et qu'il vous aura surtout permis de comprendre ce qu'est le Sprechgesang. Schoenberg explique que cette technique permet de traduire un panel très large d'états intérieurs, selon lui beaucoup plus nuancé qu'avec le simple chant. Ça permet en fait d'être plus expressif. Alors il faut savoir aussi que c'est très difficile à faire. En effet, l'interprétation de Pierrot Lunaire pose un réel problème au récitant, puisqu'il est difficile de trouver la bonne nuance entre le parler et le chanter. Souvent, les récitants qui s'essayent à l'exercice ne font que parler ou, inversement, que chanter. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer directement chez vous, comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même. Bon, on y pensera en rentrant chez moi, c'est la première chose que je vais faire, Pauline. Ça Je n'en doute pas. Et ben, merci pour cet exemple surprenant. Ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre en effet, mais c'est chouette à découvrir. Merci beaucoup. Autre chose ? Oui, une autre chose intéressante dans la musique contemporaine, c'est le moment de la libération, de l'affranchissement de la voix par rapport au texte. En effet, très rapidement, les compositeurs vont avoir envie d'utiliser la voix non plus pour être seulement porteuse d'un texte, plus pour uniquement raconter une histoire, mais bel et bien l'utiliser comme un vrai instrument de musique, et en lui faisant faire des choses assez nouvelles et surprenantes. En quelque sorte, on veut redonner à la voix son expressivité propre. Par exemple, on va utiliser le rire, le cri ou encore le soupir et les intégrer à la composition musicale. Je vous propose d'écouter un extrait d'Aventure du compositeur Ligeti. En fait, dans Aventure, Ligeti fait s'entremêler des voix d'hommes et de femmes qui crient, qui chantent, qui parlent, qui rient, qui soupirent, des voix qui sortent un peu de nulle part, qui se répondent, ou pas d'ailleurs. On pourrait penser comme ça que c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un exemple parfait pour vous montrer qu'ici, la voix est utilisée en tant que telle, vraiment pour elle-même. J'adore. Ben merci Pauline. Beaucoup de découvertes. Bien sûr, ce sont que des exemples parmi tant d'autres. Les compositeurs ont en effet rivalisé d'idées et d'ingéniosité pour se servir de la voix. Et vous pourrez, si vous êtes un petit peu curieux, chers auditeurs comme nous, trouver plein d'autres œuvres musicales sur le sujet. Et je vous propose maintenant une petite pause musicale avec Naturally Seven. Bonne écoute les loulous. We sell a demo to the world, send a sound like Texas. Hold on, wait a minute, I'll be back with the remix. They looking at us funny, we can't make any money. Took the shit to figure out that we was dealing with dummies. Didn't understand the sound from the most to put it down. Huntsville, Alabama, there's no service to a pop. It was time to make the party, so we hooked up with time. Made a deal with Joe Mill on the road, 6,000 WBA to make some trip to Nashville. That's platter so thick, said the boys are now. Just hear what they was hearing, see what they were seeing. From Bronx to Berlin, took a tour European. Or local, yeah, we really call the album what is it? We're so concept, the golden number one, and we hit it. Now it's Kev Sin, Drew Snoop, time for a new day. Really alarm, had him on Skype for a two-way. It's a lot of words. We ready to fly, time to leave that nest. This ain't no time to rest, come on. We got work to do, here we go. Spread my wings.
time to leave that nest. Fly, baby. This ain't no time to rest. Come on, fly, baby. We got work to do. Here we go. One more time. Fly, baby. Time to leave that nest. Fly, baby. This ain't no time to rest. Fly, baby. We got work to do. Here we go. Spread my wings. Fly, baby. Fly, baby. Fly, fly, baby. Fly, baby. High, fly, baby. Up to the sky. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le 4e épisode de Je peux pas Géopéra. Nous venons d'entendre le groupe Naturally Seven qui pratique le beatbox, boîte à rythme humaine, pour ceux qui sont un peu nuls en anglais comme moi. Cette technique consiste à imiter les instruments en utilisant la voix, principalement les percussions. C'est un chant a cappella qui donne la sensation d'entendre une polyphonie. Et mauvaise nouvelle, les loulous, notre téléphone ne fonctionne pas. Il n'a plus de piles, malheureusement. Donc les places vont être remises en jeu très rapidement sur Facebook. Donc suivez bien notre page Facebook régulièrement pour participer au petit quiz pour gagner les places. Et où sont-elles? Ah, les voici. Les exploratrices. Pour cette émission spéciale voix, nos exploratrices sont parties à la rencontre d'un ORL. Il est maintenant l'heure d'écouter les informations qu'elles ont pu récolter avec ce spécialiste. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est en fait devant le cabinet d'un ORL. On s'est rendu compte qu'on n'y connaissait pas grand chose sur la voix. Pour nous, à part chanter sous la douche, ça reste quand même très compliqué. Et du coup, on a voulu savoir un peu plus comment ça fonctionnait. Donc on vous laisse écouter ce qu'il a à nous dire. Eh bien bonjour, Pierre Chastenay, je suis ORL à Clermont-Ferrand, dans le milieu libéral. J'opère au Pôle Santé République et j'ai aussi une petite activité de consultation à Thiers. Alors, comment fonctionnent les cordes vocales ? Alors déjà, les cordes vocales, il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est. Donc elles sont situées au niveau du larynx. Elles sont au nombre de 2. Elles sont fixées en avant, elles sont jointives en avant sur le cartilage thyroïde, qui est ce cartilage que vous sentez à la partie médiane du cou. Donc elles sont fixes en avant et elles sont mobiles en arrière. Elles ont une mobilité qui leur permet justement soit de se rapprocher l'une de l'autre, soit de s'écarter l'une de l'autre. Ces cordes vocales sont formées d'un muscle, bien entendu, qui va réguler la tension de cette corde vocale. Un peu plus en superficie, eh bien, il y a une formation ligamentaire, le ligament vocal, qui donne un peu l'aspect blanc nacré aux cordes vocales. Et plus en superficie, il y a un espace extrêmement important, un espace conjonctif qu'on appelle l'espace de Reinke, qui justement va participer énormément à la production du timbre de la voix. Et cet espace est lui-même recouvert d'une muqueuse très fine. Qu'est-ce qui se passe pendant la mue ? Alors, la mue, eh bien, le garçon va voir son larynx s'allonger, c'est-à-dire il va y avoir la création de ce qu'on appelle la pomme d'Adam, vous savez, cette saillie antérieure du cartilage thyroïde. Donc les cordes vocales vont avoir tendance à augmenter de longueur. Les cordes vocales de l'homme sont plus longues que celles de la femme. Et deuxièmement, elles vont avoir tendance à s'alourdir un petit peu, s'épaissir. Donc, il va y avoir une résonance plus grave. En fait, c'est le même principe que les cordes d'un instrument de musique. Vous voyez, une harpe, par exemple. Les cordes qui sont très courtes, très fines et très tendues vont produire un son très aigu. Et inversement, les cordes qui sont longues, moins tendues et plus lourdes vont produire un son plus grave. Mais là, c'est exactement le même principe. On dit que tout le monde a une voix unique. Pourquoi ? Comme on l'a vu, tout ceci est une mécanique extrêmement complexe qui fait intervenir les cordes vocales mais d'autres éléments. Et comme les résonateurs supralaryngés, par exemple, chacun a une anatomie extrêmement unique et particulière. Donc ça explique que la voix est unique. Et après, la voix aussi dépend aussi de la psychologie de chacun, de l'état général de chacun. Donc ça montre bien que la voix est quelque chose d'unique. Alors on voudrait savoir ce qu'est une tessiture.
En fait, une tessiture, c'est en fait l'éventail de notes qui peuvent être produits par un individu de manière, je dirais, physiologique, sans forcer de manière anormale. Donc c'est cet éventail de possibilités de notes, du plus grave au plus aigu. Alors, et si je m'entraîne, est-ce que je peux, moi, élargir ma tessiture ? Tout à fait, tout à fait. L'entraînement, souvent qui peut être guidé par des professeurs de chant ou même des orthophonistes, va pouvoir modifier la musculature laryngée, la respiration, la musculature également du voile du palais, etc. Donc tout ça va pouvoir concourir à élargir les possibilités de tessiture. Oui. Quels sont les facteurs qui influencent la voix ? Alors, les facteurs qui influencent la voix, eh bien d'abord, c'est un peu l'utilisation qu'on en fait. Vous avez des gens qui parlent énormément, qui, dans le métier, parlent très fort, même crient. Bon. Donc, il y a le mode d'utilisation. Il y a après le mode de vie de l'individu. Le tabagisme, bien entendu, va pouvoir entraîner des problèmes de voix. Les phénomènes, l'alcoolotabagisme, on pourrait dire. Bon. Les phénomènes aussi, par exemple, de reflux gastro-œsophagien vont pouvoir irriter les cordes vocales. Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir intervenir sur la qualité de la voix. Et alors, moi, je chante très faux. Comment ça se fait, en fait ? Alors là, je pense que c'est lié à des problèmes de ce qu'on appelle la boucle audiophonatoire, c'est-à-dire qu'on restitue par la parole, par le chant, des choses qu'on entend. En fait, on imite quelque chose. Et donc, c'est cette boucle entre l'audition et la phonation. Et tout ça, bien sûr, passe par le cerveau. Il y a des gens qui ont une moins bonne faculté de restituer ce qu'ils entendent, d'où ce phénomène de chanter pas très juste, voire faux. Merci beaucoup les filles, tout est plus clair maintenant pour nous et pour les auditeurs sûrement aussi. Pardon, je suis tout émue par ce témoignage. Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas en fait, les exploratrices. N'hésitez pas surtout les loulous à réagir sur notre page Facebook Je peux pas Géopéra. Et je vous propose désormais d'écouter Pleasure, mon anglais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Is All Mine de Björk.
vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour le 4e épisode de Je peux pas, j'ai opéra. Pleasure is All Mine de Björk est extrait de l'album Medulla qui est entièrement consacré à la voix humaine. Si vous ne l'avez pas encore écouté les loulous, faites-le, ça vaut le détour. Regardez, qui est là? C'est un oiseau? C'est un avion? Non. C'est l'invité du mois. Pour cette émission spéciale voix, nous avons le plaisir de recevoir Sharon, étudiante en master de philosophie à l'université Blaise Pascal. Elle est passionnée de chant lyrique et elle est ici ce soir pour nous parler justement de cette passion, mais surtout de sa voix. Bonsoir Sharon. Bonsoir. Merci à toi d'être venue nous rejoindre ce soir. Alors dis-nous tout, à quel âge as-tu commencé à chanter ? Alors j'ai commencé à chanter très tôt, j'avais à peu près une petite dizaine d'années. Voilà, j'en ai actuellement 22, donc il y a plus de 10 ans. Et t'as commencé à chanter comment du coup ? Alors quand j'ai commencé, en fait c'est ma maman donc, qui un beau jour quand j'étais en CE2 a décidé de m'inscrire à la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Donc il y a un chœur d'enfants qui dépend de l'opéra. Et c'était vraiment du hasard et elle m'a inscrite et j'y suis restée 8 ans. Et du coup t'as eu un déclic vraiment ? Quand j'étais là, oui, parce que c'était très plaisant. Je veux dire, pour les enfants, on se représentait dans des opéras, il y avait des mises en scène, on pouvait faire du piano, du chant, enfin, voilà, c'est super bien, quoi. Et du coup, cette attirance pour le chant lyrique, c'est vraiment tes parents, enfin ta maman, du coup, qui t'a conduit à la voir, et après, finalement, ça a été un coup de cœur et tu y restais, ou toi-même, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui t'anime ? Alors, à la base, quand j'étais petite, j'avais aucune connaissance dans le chant lyrique ni dans le chant, parce que j'ai pas de parents qui ont fait de la musique ou quoi que ce soit. C'était plus la passion de la voix en général, des chants, par exemple un peu traditionnels, ou avec une guitare, plus pour le côté festif en fait. C'était pas voilà. D'accord. Et du coup, Pauline, tout à l'heure, nous a présenté différents registres de voix, donc en passant par soprano, mezzo-soprano, ténor et encore j'en passe. Et toi, quel est ton registre de voix ? Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond finalement ? Alors, mon registre de voix, donc je suis soprano, plutôt soprano léger, parce que je suis capable de monter dans les aigus, mais pas soprano coloratura, parce que justement, je peux pas atteindre des notes comme dans La Reine de la Nuit. Il faudrait que je fasse énormément d'entraînement, et même avec ça, je pense que j'y arriverai pas. D'accord. Et du coup, combien de temps tu as mis à maîtriser le chant lyrique ? Combien de temps ? Et est-ce très difficile ? Des rumeurs disent que ça fait mal, c'est vrai ? Alors, je vais vous expliquer. Alors, moi, le chant lyrique, donc... Je distingue 2 étapes en fait au fur et à mesure de la mue de la voix. Donc chez une femme, il y en a plusieurs, donc faut aussi le préciser. Quand j'étais petite à la maîtrise, c'était plus pour apprendre à chanter, à déchiffrer, donc plus apprendre à chanter en chœur. Donc ça a été un premier apprentissage très important. Mais surtout, ma grande formation, ça a été à partir de 16 ans. J'ai été acceptée à l'école de musique de Villeurbanne avec une prof de chant extraordinaire. Et là, j'ai vraiment appris à me servir de ma voix, de mon corps, vraiment pour chanter comme une femme, en gros. Et pour ce qui est du mal à la voix, je dois dire que le mal, c'est quand on n'arrive pas, justement, à servir de sa respiration, qu'on pousse trop sur les cordes vocales, et là, oui, ça peut coincer. Et ça joue beaucoup sur le souffle. Ah, ça joue, tout se joue sur le souffle. D'accord. Et du coup, serais-tu d'accord de nous interpréter un morceau, là, maintenant, en direct, pour nous montrer un peu ce que donne ta voix, et nous dire, justement, qu'est-ce que tu aimerais nous interpréter ? Avec plaisir. Alors, je peux vous interpréter, du coup, donc l'air de Rosina du Barbier de Séville, donc qui est passé récemment, là, à la saison lyrique de Clermont-Ferrand. Donc, j'ai choisi cet air parce que, c'est bien sympathique, bien frais et c'est assez positif, donc j'aime bien. Bon, super, on est ravis que dans notre émission Je peux pas, j'ai opéra, d'avoir une personne une étudiante, d'autant plus, qui accepte de nous chanter du lyrique. C'est encore mieux que d'écouter finalement de la musique, hein. Tout à fait. D'avoir une chanteuse dans les studios. C'est parti, on t'écoute. Una voce poco fa, qui nel cor mi risonò, il mio cor ferito è già, ed indor fu che il piango. Si rindoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Si rindoro mio sarà, lo giurai, la
vincerò, il tutto ricuserò, io l'ingugna cuzzerò, alla fin s'accheterò, e contento io resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Io sono docile, son rispettosa, sono ubbidiente, dolce amorosa, mi lascio reggere, mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. E 100 trappole prima di cedere, farò giocar. E 100 trappole prima di cedere, farò giocar, e 100 trappole prima di cedere, e 100 trappole farò giocar. Bravo. Bravo. Merci. Exceptionnel, on a de la chance de t'avoir avec nous. Magnifique, c'était magnifique, vraiment. Ouh, on est tout ému dans le studio et c'est entraînant à la fois, c'est génial. T'as une voix magnifique. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et du coup, pour avoir une voix comme ça exceptionnelle, tu t'inspires, t'as des inspirations, tu vas souvent à l'opéra Alors oui, je vais à l'opéra, donc j'ai la chance d'y aller surtout depuis cette année, depuis que je suis à la fac. Enfin, c'est pas pour dire qu'on fout rien à la fac, mais ça laisse plus de temps. Mais j'y vais, non, c'est pas pour chercher des inspirations pour ma voix, là, c'est plus pour le plaisir, voilà, d'écouter des chanteurs, parce que moi, c'est mon mode de divertissement. Il y en a, ça serait des concerts. Moi, c'est, voilà. Mais du coup, tu vas quand même voir des concerts et tu t'intéresses à d'autres musiques, enfin, d'autres genres musicaux? Je m'intéresse à d'autres genres musicaux, mais oui, c'est plus, pour moi, j'aime bien aussi le métal symphonique. J'écoute plusieurs styles, je n'écoute pas que du lyrique. Et puis, en tout cas, aller à l'opéra, c'est pas si cher que ça, finalement. Bah non, du coup, voilà, pour ceux qui nous écoutent, je tiens à préciser quand même que, voilà, pour les étudiants, à la saison lyrique, c'est donc 12 €. Donc, pour l'opéra, c'est juste, un tarif ridicule. Et en plus, avec les cartes jeunes, certains opéras sont à 6 €. Donc, autant dire que ça fait une soirée quand même qui est très peu chère. Oui, ça vaut le coup. Et justement, toi, à l'opéra, est-ce qu'il y a un rôle que tu rêverais d'interpréter? Non, pas spécialement, à vrai dire. Je me suis jamais posé cette question, vu que j'ai jamais voulu faire du chant mon métier, en fait. Donc, je me suis jamais vue sur scène. Mais là, par contre, c'est vrai que cet air que je viens de chanter, voilà, de Rosina, c'est un opéra que je suis allée voir cette année. J'ai vu donc Elsa Dreisig, une immense chanteuse, voilà, que je connaissais quand j'étais à la maîtrise, et là, qui fait le tour du monde, qui chante dans plein d'opéras, et je l'admire énormément, quoi. Et donc toi, du coup, c'est pas vraiment d'être sur scène qui t'intéresse, c'est plus de le garder pour passion, finalement, le chant. C'est ça, c'est le garder pour passion, mais pas m'empêcher, voilà, de chanter dans d'autres chœurs. Oui, voilà. Je sais que t'es dans la chorale universitaire, oui, c'est ça? Exactement. Exactement, oui. Et pour finir, t'as pu remarquer que l'équipe de Je peux pas jouer opéra fait découvrir aux étudiants le monde de l'opéra, qui peut être parfois un peu effrayant quand on ne le connaît pas. Toi, justement, si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs sur cet univers, tu dirais quoi? Alors, sur l'univers, déjà, je pense qu'il faut abandonner les préjugés, voilà, que ne vont à l'opéra uniquement que les personnes riches ou guindées ou vieilles, c'est absolument faux. Pour enlever les préjugés, voilà, je dis juste qu'il faut y aller, en fait. Voilà, c'est tout, faut y aller, parce que évidemment, si personne n'ose y aller, il y aura encore des gens qui ont l'habitude d'y aller, forcément, il y aura pas de diversité. Au contraire, faut qu'il y ait de la diversité, faut oser y aller. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et ce fut un plaisir d'avoir ta voix pour le coup avec nous ce soir pour cette émission spéciale voix. Merci encore, Sharon. Je peux pas, j'ai opéra. Il est déjà l'heure de se quitter, les loulous. Oh non.
non. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons très très vite puisque la dernière émission de la saison se déroulera le 29 avril à 19h sur les ondes de Radio Campus 93.3 toujours. Oui, et ce n'est pas tout. Sachez que vous pourrez nous retrouver le lundi 4 avril à 17h au Conservatoire de Clermont-Ferrand pour un super concert pédagogique. Je vous explique un peu. Vous pourrez apprendre à écouter des œuvres classiques grâce aux explications tout à fait accessibles d'un professionnel de la musique, Patrice Quinault, le directeur du conservatoire. Il vous révélera tous les secrets de la messe numéro 6 de Schubert et du concerto numéro 3 de Mozart. Vous êtes ensuite invité à un apéritif dînatoire et à assister à la répétition de la messe et du concerto pour une mise en application directe des explications que vous aurez reçues auparavant. Après ça, la musique classique n'aura plus de secret pour vous. Et si vous avez envie de visiter l'Opéra de Clermont avec notre fine équipe, c'est possible. Il reste encore une journée de visite prévue le 26 avril et en partenariat avec la Direction de la Culture. Ça commencera par une visite patrimoniale de 11h à midi, animée par la chargée du patrimoine de la ville, et ça continuera de 15h à 16h30 avec une visite plus technique, animée cette fois-ci par le régisseur général de l'Opéra. Donc si vous voulez venir en savoir plus sur l'histoire du lieu ou sur les coulisses du bâtiment, n'hésitez pas à vous inscrire via notre page Facebook ou notre adresse mail. Et demain à 19h, vous aurez le plaisir de pouvoir découvrir ou redécouvrir sur les ondes toujours de Radio Campus 93.3 le concert des artistes talentueux qui se sont produits lors de Je peux pas Géopéra, fête son carnaval le 29 janvier à l'Utopie à l'occasion de notre plateau extérieur. Vous pouvez bien évidemment suivre toutes nos actualités sur notre page Facebook Je peux pas Géopéra et on se quitte en musique avec Altaï Kai, un groupe virtuose pour ce qui concerne les chants de gorge, dits chants diaphoniques ou connus encore sous le nom de chants mongols. Батыр бичікте арғымақ аттардың жыр Алы батыр қожоңи алтай қалы қидezi Екі қыл тұтып шуры мерек бестен ойносын Үскі сұл батыры маңда пұштап ол барзин Алтайдың içinde қырғыраған қайғырым Алып батыр бибирин айды бертін қайғырым Ойно, ойно тошурым ойғыр қалыптың ғазым Жырға, жырға топшурым жас жүректер қайырзын Жаш өскірім ортоду жайлы барзын қайғырым Жандар берген тудені жамандап бес айбайлы Алсан асты бүгілі жүрші қайды
қалай